bonjour à tous, je suis le directeur Xavier Ponsin, je suis le directeur du CIAL Canada et avec mon équipe, donc, on est heureux enfin d'ouvrir ce CIAL Canada 2020 version virtuelle et surtout de commencer cette édition avec cette conférence virtuelle inaugurale. Et quel meilleur sujet pour commencer notre édition que de parler des conséquences de la pandémie mondiale sur la population, sur nos habitudes de vie, nos habitudes sociales et professionnelles. Toutes les industries ont été prises par surprise et ont dû s'adapter. Notre industrie, celle des événements, est aussi très durement touchée. Et pourtant, nous sommes là dans une autre forme et on a su s'adapter et même trouver des opportunités à travailler à travers le virtuel. C'est de cela que notre conférencier va nous parler à travers sa présentation, l'héritage de la COVID-19, leçons et stratégies, nouvelles opportunités, pardon. Vous le connaissez tous déjà, mais je vais prendre le temps de l'introduire. Sylvain Charlebois est professeur titulaire à la faculté de management et en agriculture à l'université de Dalhousie à Halifax. Il est aussi le directeur scientifique de l'Institut des sciences analytiques en agroalimentaire, situé aussi à Halifax. Son domaine de recherche et d'expertise englobe la distribution, la sécurité et la salubrité alimentaire. Il est l'un des experts les plus cités quant à la chaîne d'approvisionnement, la chaîne de valeur agroalimentaire et la traçabilité. Depuis près de 20 ans, il contribue régulièrement aux pages éditoriales du Globe and Mail et de la presse et intervient même sur Radio-Canada comme expert dans le domaine agroalimentaire. Ses recherches et commentaires sont publiés par les plus importants journaux et revues du Québec, du Canada et du monde. Il a témoigné à plusieurs reprises en tant que témoin expert devant des commissions parlementaires sur des questions liées à la politique agroalimentaire. On lui a demandé d'agir comme conseiller sur les politiques alimentaires et agricoles dans de nombreuses provinces canadiennes et autres pays aussi, sans oublier que c'est un fidèle participant du CIAL Canada depuis sa création, même du CIAL Paris. Je te laisse donc la parole, Sylvain. Bon courage. Oui, bon courage. Je pense qu'on le souhaite pour nous tous, hein, Xavier. Merci. Écoute, c'est dommage qu'on ne peut pas se voir en personne. C'est toujours un plaisir de te voir au CIAL avec plein d'énergie sur le plancher ou ailleurs. Malheureusement, ça ne sera pas le cas cette année. Espérons que ça va être le cas l'année prochaine à Toronto. Malgré ça, on va tenter quand même de comprendre ce qui se passe et qu'est-ce que ça veut, qu'est-ce que tout ce qu'on vit veut dire pour l'avenir finalement. Mais avant de commencer, d'abord, je veux remercier le CIAL. C'est un de mes événements favoris de l'année. Je donne plusieurs conférences, puis j'adore aller au CIAL. Puis j'apprécie la résilience de l'équipe par rapport à l'organisation de cette année. Ça n'a pas dû être facile pour organiser tout ça là, virtuellement à la dernière minute. Alors, je veux saluer l'équipe, ton équipe, Xavier, ainsi que les autres là, qui nous écoutent. L'autre chose que j'aimerais dire, c'est moi, depuis 6 mois, je regarde les choses aller, puis je suis vraiment impressionné de l'industrie agroalimentaire de façon générale. C'est incroyable là, ce qu'on a vu depuis 6 mois. Un miracle n'entend pas l'autre. Finalement, on voit que la chaîne d'approvisionnement travaille très fort pour s'assurer que les Québécois, les Canadiens sont alimentés adéquatement. Moi, je fais de la recherche dans le domaine de la distribution et politique agroalimentaire, puis c'est sûr qu'en commençant la crise en mars, j'étais nerveux comme beaucoup d'autres mondes, mais on avait la foi. Et cette foi-là était payante parce qu'on voit que vraiment l'industrie a livré la marchandise. Alors, si vous êtes dans l'industrie d'agroalimentaire, puis vous nous écoutez ce matin, je tiens beaucoup à vous remercier pour ce que vous faites. Parce que ce n'est pas facile. Et puis là, évidemment, au Québec, on a annoncé une deuxième vague. Ailleurs au Canada aussi, le nombre de cas augmente, les gens sont anxieux, tout ça. Alors, tenez bon. Moi, j'ai l'impression qu'on va être correct. Tout va bien aller, comme on dit. Mais en gros, c'est important vraiment que les gens soient sécurisés par l'alimentation. C'est un besoin de base. Ce matin, ce que j'ai l'intention de faire, c'est d'établir des constats sur ce qu'on vit actuellement. Je pense que ça va être important un peu de mettre la table sur ce que nous, on a évalué au laboratoire depuis 6 mois.
Nous, au laboratoire, ce qu'on fait à Dalhousie, c'est de comprendre l'avenir. Mais évidemment, c'est en faisant de la recherche, en publiant des rapports. On a publié plusieurs rapports. On en a 2 autres qui s'en viennent la semaine prochaine, dans 2 semaines, sur le jardinage domestique, sur la consommation de produits locaux. Tout ça s'en vient parce qu'on veut comprendre ce que les gens pensent, ce que les gens priorisent. On va établir des constats. On va aussi énumérer quelques leçons que l'on a appris par rapport à ce qui s'est passé avec la COVID. Et finalement, on va parler de stratégie d'opportunité parce qu'on a beau être négatif et de mal accepter ce qu'on vit, mais quand même, moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir de belles opportunités qui vont se pointer à l'horizon en raison de ce qui se passe actuellement parce que tout est redéfini en quelque sorte. C'est vraiment les règles qu'on avait avant la COVID, bien, il y en a presque plus qui s'appliquent encore parce que justement, le consommateur, la consommatrice sont sollicités en fait à revoir leur relation avec l'agroalimentaire. Puis du côté de l'industrie, bien, on tente justement de réorienter. On a entendu beaucoup parler de pivotage depuis 6 mois pour aller chercher en fait des affaires de façon tout à fait différente. On le voit depuis 6 mois. Et ça va continuer. Il y a des choses qui vont être délaissées, mais des choses qui vont continuer en comprenant l'héritage de la COVID de façon générale. Je vais commencer par vous présenter un petit tableau que mon équipe a préparé par rapport à l'inflation alimentaire. Vous savez, Dalhousie, en collaboration avec Guelph, UBC et puis l'Université de Saskatchewan, on surveille de très près les prix alimentaires. Ce tableau-là que vous avez devant vous, c'est vraiment une synthèse assez rapide pour vous démontrer une chose, c'est qu'on vit un phénomène de rattrapage en Amérique du Nord par rapport aux prix alimentaires. C'est certain que dans les médias, on va toujours pointer du doigt des prix plus élevés. On va parler de sécurité alimentaire, les gens qui sont les gens moins nantis qui vont être pénalisés par des prix plus élevés. Mais vous savez, actuellement, là, depuis une dizaine d'années au minimum, là, sur 20 ans, comme le tableau le démontre, on voit vraiment que l'indice des prix alimentaires vraiment dépasse là, la cadence de l'augmentation de l'index alimentaire. En fait, dépasse celle de l'inflation générale. Autrement dit, là, depuis une dizaine d'années, les gens le savent, ils s'en aperçoivent, les prix augmentent. C'est correct d'avoir une inflation alimentaire, mais les prix augmentent plus rapidement que les produits et services dans le reste de l'économie. Et ça veut dire que le contrat social que l'industrie a avec la clientèle, avec les consommateurs, va complètement changer. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. C'est qu'il va y avoir de nouvelles attentes. Vraiment, là, le consommateur qui va visiter un commerce, qui va visiter un restaurant, va s'attendre à autre chose, tout simplement. Walmart a décidé cette semaine ou la semaine passée qu'à partir du 15 octobre, là, leur politique de bas prix va prendre fin. Encore là, ce n'est pas nécessairement une mauvaise nouvelle non plus, parce que là, justement, encore une fois, on mise à valoriser l'alimentation de façon générale. Donc, il y a une opportunité, à mon avis, à ce niveau-là. Parce que, et je pense qu'il va y avoir un changement de paradigme. En Europe, le ménage moyen va dépenser environ 15 % de son budget en alimentation. En Amérique du Nord, c'est en deçà de 10 %. Aux États-Unis, c'est 6,1 %. Au Canada, c'est 9 %. Nous, on croit que d'ici les 5 prochaines années, ça pourrait atteindre 10, 10,5, 11 %. Donc, autrement dit, il pourrait y avoir une richesse, il va y avoir de l'investissement de la part des consommateurs dans leur nutrition. Ça fait des années qu'on en parle, mais au niveau macroéconomique, les chiffres sont là. Les chiffres ne mentent pas. Et c'est ce qu'on s'aperçoit au laboratoire. Maintenant, les constats. Je dois vous dire, écoutez, il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis 6 mois. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, surtout en affaires, moi je suis un optimiste, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui sont des optimistes aussi.
Des fois, on sous-estime à quel point les gens sont anxieux. Je vais vous donner quelques exemples. La semaine passée, on a fait un sondage pan-canadien et vous savez, il y a encore aujourd'hui, la semaine passée, là, 48% des Canadiens craignent qu'il y ait un manque d'aliments au Canada. En fait, 48%, c'est énorme. Même si on a tenté de rassurer les Canadiens, même si on a vu que durant l'été, la filière agroalimentaire a bien performé, il y a encore pratiquement la moitié des Canadiens qui croient qu'il pourrait y avoir une pénurie alimentaire au Canada. Pas ailleurs au monde, au Canada. Donc, on voit, et ça vient, c'est pas un raisonnement rationnel, c'est vraiment, ça vient d'une peur qui est nourrie par toutes sortes de choses, les réseaux sociaux, l'information qui est véhiculée dans les médias, etc. Alors, les gens sont anxieux. Un autre chiffre pour vous, 14% des Canadiens ont jeté des aliments en raison du fait qu'on croyait que la COVID avait contaminé le produit alimentaire. 14%, c'est beaucoup. Et on voit que la science n'est pas là. 52% des gens estiment vouloir attendre avant la fin de la deuxième vague pour sortir au restaurant, pour sortir de façon régulière. Alors, on voit vraiment là, que l'anxiété est toujours là. Il y a beaucoup de gens qui sont extrêmement nerveux. Que ce soit rationnel ou non, que ce soit fondé ou non, c'est une peur qu'on doit gérer, soit au niveau du gouvernement, au niveau des affaires. C'est un client, c'est un humain qui vient nous voir, mais en même temps, cet humain-là sent le besoin d'être rassuré. Et ça, c'est réel là, comme enjeu. L'autre phénomène, c'est l'économie. L'économie va plus ou moins bien, évidemment. Quoique cet été, en fait, l'économie mondiale va relativement bien. Il y a certains secteurs qui vont pas bien, là, évidemment, comme le transport aérien, par exemple, les hôtels, tout ça. Ça va plus ou moins bien. Et évidemment, il va y avoir beaucoup de gens qui vont être affectés par ça. Par les années passées, en visitant le ciel, je me souviens, quand on visitait le ciel, il y avait beaucoup de gâteries, de snacking, tout ça. Je ne pense pas que ça va disparaître, mais évidemment, avec une économie qui va être chancelante pour un certain temps, il faut repositionner aussi les produits, la façon qu'on offre ces produits-là à long terme. L'autre phénomène, c'est le télétravail. Moi, cet été, notre famille, on a un chalet dans les Laurentides à Saint-Sauveur. On a passé pratiquement 3 mois cette année à Saint-Sauveur. Puis je dois vous dire, là, j'en revenais pas à quel point il y avait un engouement pour les lacs, les forêts. Les gens ont besoin d'espace. Les gens vident les centres-villes. C'est incroyable. Puis on le voit partout en Occident. On le voit ici même à Halifax. C'est incroyable. On veut vivre autre chose. Et puis, si vous pensez que c'est temporaire, je ne suis pas certain que c'est temporaire parce que nous, selon un rapport qu'on a publié, je crois que c'était à la fin août, 23% des employeurs, 23% des employeurs au Canada veulent laisser leur personnel travailler plus longtemps ou même en permanence à la maison après la pandémie. Donc, on voit qu'il y a une intention réelle de laisser les gens travailler à la maison. Et si les gens travaillent plus à la maison, bien, c'est sûr que quelqu'un qui travaille à la maison, sa relation avec l'alimentation est complètement différente. Là, complètement différente. Autrement dit, on a plus de temps pour faire de la cuisine ou on se consacre plus à l'appropriation de la chaîne, finalement, en tant que consommateur. La restauration doit se réorienter un petit peu. Les centres-villes, bien, il n'y aura plus de réunions autour d'un café, souper d'affaires, des choses comme ça. Vraiment, donc la dynamique, on voit que ça pourrait changer. Le télétravail, c'est un facteur assez important. Puis on le voit déjà depuis quelque temps que les entreprises vraiment se mobilisent vers ce mouvement-là à l'extérieur des villes le plus possible. Donc, les gens se rapprochent de la campagne, finalement,
et non pas le contraire. Donc, on parlait beaucoup de fermes verticales, tout ça, mais là, on voit que le mouvement va dans les deux sens depuis 6 mois, ce qui est quand même assez intéressant comme tel. Donc, il y a ce phénomène-là. Les leçons qu'on a apprises, évidemment, c'est un marché en transition. Évidemment, forcément, on doit parler du commerce électronique. Écoutez, à Winnipeg, la semaine passée, Unbuggy, qui est une entreprise bien connue, a décidé d'offrir aux gens de Winnipeg un service 30 minutes. Vous pouvez acheter un produit alimentaire, soit au détail, soit au service, et on vous le livre en 30 minutes. Donc, c'est là qu'on voit que les attentes dans le virtuel, les attentes dans le cybernétique changent complètement, complètement. Et les gens vont devoir suivre. Loblaws, tout récemment, a annoncé quelque chose quand même d'assez intéressant avec son programme PC Chef. C'est qu'à Toronto, on va agir à titre de courtier entre les restaurants qui ont besoin de support, évidemment, et les consommateurs qui sont à la maison. Alors, vous commandez chez PC Chef des trousses de mets à préparer, OK, de restaurants bien connus. Donc, vous pouvez préparer des mets bien connus que vous pouvez avoir dans votre restaurant, mais chez vous, à rabais. Ce que j'ai trouvé intéressant, il y a toutes sortes de choses qui se passent actuellement dans le marché qu'on n'aurait jamais vu il y a 6 mois, mais le dénominateur commun, c'est le commerce électronique. Avant la COVID, il y a très peu de gens qui commandaient en ligne pour s'alimenter, pour acheter des produits alimentaires. Nous, on croit que d'ici la fin de l'année 2020, on risque de voir le chiffre d'affaires tripler d'ici la fin de l'année en raison de ce qui se passe actuellement. Que ce soit au niveau de l'anxiété, des gens qui ne peuvent pas sortir, des gens qui ne veulent pas sortir. Il y a ce phénomène-là, mais l'autre phénomène, c'est que le service s'améliore. Il n'y a pratiquement plus un marché au Canada à l'extérieur de villes en deçà de 100 000 de population qui n'ont pas accès à un service 2 heures. Ici, à Halifax, il y a 6 mois, c'était pratiquement impossible d'avoir une commande livrée à la maison en 8 jours. Imaginez, maintenant, c'est 2 heures, 1h30. Donc, on voit que les entreprises s'ajustent et vont chercher une clientèle de façon complètement différente. La division service détail. Pendant des années, je me souviens, quand on allait visiter le ciel, on parlait toujours de la ligne qui est plus ou moins claire entre le service et le détail. Avec la COVID, il n'y en a plus de ligne. Là. Il n'y en a plus de ligne. Il n'y a plus de ligne du tout. C'est un amalgame entre les deux. Comme je vous dis, les épiciers regardent le service autant l'un l'autre. Pourquoi? Parce que la COVID force les entreprises à reconnaître que le marché est complètement différent, gère l'anxiété différemment, valorise les choses de façon différente. Le local, la proximité, le service, etc. Donc, on voit vraiment là, qu'il y a une réorientation assez généralisée sur le marché. La communication du risque. Ça c'est l'éléphant dans la salle. On le voit à Montréal, on le voit ailleurs. J'écoutais justement une émission de Montréal ce matin. Le message ne passe pas. Pendant des mois, on voit que la santé publique se contrarie, se contredit. On n'est pas trop clair avec les règles, le masque, distanciation, les écoles. Il y a énormément de confusion en raison du fait qu'on a commencé une pandémie avec un virus qu'on connaissait à peine. La science n'était pas là. Alors, il faut bien reconnaître que la santé publique a fait du mieux qu'elle peut pour communiquer le risque, mais qui est prêt avec ce bagage-là? C'est l'industrie, c'est les consommateurs. Comment on fait pour bien comprendre les risques? Et c'est certain qu'il y a toujours des erreurs qui s'effectuent lorsqu'on communique le risque à la population en temps de crise. Mais depuis 6 mois, on a vu énormément de gens, en fait, questionner ce qui se passe. Et là, on doit gérer tout ça. Là. Moi, je le vois en magasin, je le vois à la restauration. Qu'est-ce qu'on fait pour assurer les gens? D'une part, on visite la restauration ces temps-ci, puis parfois, on se sent
on sent qu'on visite une scène de crime, ce qui n'est pas souhaitable. Mais d'un autre côté, il faut rassurer les gens le mieux qu'on peut pour qu'on puisse offrir un environnement sécur, mais aussi confortable pour les gens. Est-ce qu'on a établi un équilibre à ce niveau-là? Moi, je ne pense pas. C'est un travail en progression, puis surtout du fait que, bon, à Montréal, on va déclarer la ville zone rouge, malheureusement, aujourd'hui ou demain. Ça va déséquilibrer encore une fois le marché. Et c'est constant. Depuis 6 mois, c'est constant. Puis ça amène évidemment à beaucoup de confusion. Donc, peu importe ce que vous décidez de faire, peu importe ce qui est à faire, il faut reconnaître qu'il y a une confusion. Puis peu importe qui on a à blâmer, c'est pas ça. Il faut justement nourrir les gens dans un marché qui est un peu, disons, pas clair. La génération COVID, on en parle de plus en plus. Les gens qui sont marqués par l'événement, c'est le risque. C'est vraiment la façon qu'on va gérer le risque. Je pense que les gens qui ont des enfants, des gens qui vont à l'université, tous les gens qui ont moins de 30 ans vont être bouleversés par la COVID, qu'ils le réalisent aujourd'hui ou non. Et la façon qu'on vend de la nourriture à ces gens-là va changer complètement. C'est qu'on va vraiment miser sur, sur ce que le produit représente davantage, en tout cas, que pour ce qui est des milléniaux de la génération Z qui les ont précédés. Stratégie. Bon, ce que je remarque là, actuellement, ce qui est fascinant, c'est qu'on reconnaît de plus en plus qu'on est mal outillé pour mieux comprendre le public. Évidemment, en mars et avril, il y a eu vraiment de la panique un peu, puis c'est difficile de blâmer qui que ce soit, mais de comprendre et d'anticiper la demande, ça va devenir une priorité. Qui aurait pu croire que la moitié de la planète était pour faire du pain, de la boulangerie à la maison pendant des semaines? Donc, il y a eu vraiment un manque de farine, manque de levure, etc. Là, maintenant, on est dans les conserves, il manque des pots maçons, tout ça. Il y a vraiment, vraiment un besoin de comprendre l'avenir. En fait, c'est ce qu'on fait dans notre laboratoire avec l'apprentissage machine et tout ça. Puis on voit vraiment que la technologie existe, puis de plus en plus, on voit que l'industrie tente justement d'utiliser l'apprentissage machine pour mieux anticiper le comportement du consommateur, soit que le comportement soit rationnel ou non, là, ça n'a pas d'importance. C'est d'anticiper justement ce comportement-là. Donc, ça, c'est un discours que je n'entendais pas vraiment il y a 6 mois. Peut-être un peu, mais pas autant que maintenant, ça c'est clair. La communication. Rassurer les gens. Comme je vous parlais tantôt, il y a tellement de confusion que je pense que les gens veulent être rassurés. Puis il n'y a pas mieux que l'industrie pour rassurer les gens par rapport à l'alimentation, d'où l'alimentation vient. On le voit avec le local. Québec a annoncé la semaine passée l'achat institutionnel. On était pour encourager les Québécois. Actuellement, notre laboratoire, on travaille avec 3 provinces actuellement. Sur des projets de sécurité alimentaire, de programmes d'agriculture à environnement contrôlé, donc les serres, entre autres. On le voit, là, il y a vraiment un besoin de vouloir rassurer les gens. C'est pas juste une question d'offrir des calories, des produits, mais c'est vraiment de reconnaître que le consommateur est un humain. Et cet humain-là a besoin d'être rassuré par rapport à la sécurité. Et on le voit au niveau des gouvernements, puis on le voit aussi au niveau des industries. Moi, ce que j'ai remarqué cet été, là, on n'en parle pas beaucoup, c'est que j'ai trouvé que les marchands au Québec, même ici en Nouvelle-Écosse, ont fait un effort délibéré pour offrir des produits locaux et mieux encore, à bon prix. En plus, on le voit qu'il y a un effort. Puis ça, là, ça n'arrêtera pas. On risque de continuer. Puis si on fait ça, évidemment, les gens vont paniquer moins, vont être rassurés davantage. C'est ce que les gens ont besoin. Et finalement, le phénomène des marques privées, les chaînes d'approvisionnement, ça, c'est un phénomène quand même assez important. C'est que justement, la COVID a fait en sorte que les gens
s'intéressent à la chaîne d'approvisionnement. Par le passé, on parlait de transparence sans la compréhension. Donc, les gens posent des questions en rapport à la chaîne sans vouloir comprendre. Depuis 6 mois, là, je n'ai jamais parlé autant de chaîne d'approvisionnement parce que les gens ne veulent pas non seulement voir ce qu'il y a dans la chaîne, mais les gens veulent la comprendre aussi. Et ça, c'est un avantage, c'est quelque chose qu'on doit reconnaître. Peu importe ce que vous êtes dans la chaîne, les gens vont s'attendre à ce que vous travaillez ensemble de plus en plus. Il y avait vraiment un engouement pour toutes sortes de choses, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir ce besoin-là au niveau de la demande, de comprendre comment tout ça fonctionne de plus en plus, que ce soit au niveau du cybernétique ou du physique. Et finalement, les marques privées, ça, on le voit de plus en plus. Gérer un magasin coûte plus cher. Ce qu'on s'attend, nous, évidemment, c'est moins de marques, moins de SKU, comme on dit en anglais. On veut diminuer les coûts et on veut peut-être miser plus sur les marques privées. On le voit déjà, il y a de nouvelles marques qui viennent de sortir depuis quelques semaines. Les marges vont augmenter simplement parce qu'on veut justement contrôler la chaîne et être redevable auprès du consommateur. Et ça va être un besoin. C'était un besoin avant la COVID, mais là, c'est clair, on ne peut plus s'en empêcher. Il faut vraiment s'assurer que cette chaîne-là est transparente autant que possible. Donc, les opportunités. Depuis 6 mois, moi, je pense que les consommateurs ou la COVID a fait en sorte que la chaîne d'approvisionnement est beaucoup plus démocratique qu'auparavant. Tout le monde a accès aux consommateurs. Je ne me souviens pas, il y a tellement d'entreprises qui ont décidé de commencer à vendre auprès du consommateur, que ce soit des groupes de producteurs agricoles, des transformateurs, des gens qui étaient des fournisseurs qui étaient dans le service alimentaire. Toutes ces entreprises-là ont décidé de vouloir faire affaire avec nous, les consommateurs, de plus en plus. Pourquoi? Bien, d'abord, l'Internet existe, c'est une option. Il y a de plus en plus de trafic. Et ça permet justement d'avoir accès aux consommateurs. Puis dans un deuxième temps, bien, les consommateurs, peut-être qu'il va y avoir moins de choix en magasin, mais il pourrait y avoir plus de choix en ligne. Et ça, c'est une opportunité incroyable. C'est que tout le monde peut justement établir une relation avec le consommateur de plus en plus. Le cybernétique, nous, à notre avis, ce n'est pas un phénomène qui va disparaître. Nous, on croit que ça va augmenter. Pourquoi? Parce qu'au niveau de l'offre, l'industrie, je pense à Sobeys avec Voilà, je pense à Loblaws, Metro qui a aussi investi, Walmart qui investit, tout ça, Costco, Instacart, les restaurants qui livrent, on le voit de plus en plus, il y a de plus en plus d'applications. Vraiment, les gens s'intéressent à ça. Et franchement, si on veut faire de l'argent dans le domaine, ce n'est pas seulement d'augmenter les prix alimentaires. On l'a vu tantôt, les prix alimentaires augmentent. C'est au niveau du service. Au niveau du service qu'on va pouvoir augmenter les marges. Ça, c'est une opportunité incroyable. Actuellement, là, le consommateur doit s'attendre à payer 5 à 7 % de plus pour une commande, mettons, de 50 items. Le consommateur le sait, ça. Mais en même temps, pour l'industrie, c'est une opportunité de faire plus d'argent, à mon avis. Et on devrait reconnaître ça comme une opportunité incroyable. Le courtage alimentaire. Vous êtes un transformateur, vous êtes un détaillant. Peut-être en pivotant, en réorientant votre modèle d'affaires, il y a moyen de faire du courtage de plus en plus. C'est une question de marque plus que d'autre chose. Et on le voit aux États-Unis, on le voit ailleurs, de plus en plus, peu importe ce qu'on fait, peu importe ce qu'on faisait, de plus en plus, on veut justement réorienter notre modèle pour vendre aux consommateurs ou à agir à titre de courtier entre deux éléments de la chaîne. Ça, on va le voir de plus en plus, à mon avis. Ça n'arrêtera pas là. Puis je trouve que c'est un phénomène extrêmement intéressant, surtout pour le service alimentaire, pour les restaurateurs qui nous écoutent, là. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à faire là. On peut créer une foire virtuelle, on peut créer toutes sortes de choses virtuellement maintenant,
plus qu'avant parce que depuis 6 mois, les gens se sont éduqués avec la technologie comme Zoom, comme Skype, comme MS Teams, comme Google Meets. Il y a tellement de logiciels. C'est quasiment rendu seconde nature parce que les gens utilisent ces technologies-là à tous les jours, plusieurs fois par jour. L'approvisionnement alimentaire, très important. L'approvisionnement alimentaire, c'est la sécurité, ça va être important. Donc, si vous pouvez vous intégrer verticalement d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas moi, comme détaillant, avoir un jardin, on le voit de plus en plus, les gens, on croit, hein, on prétend, on a un rapport là-dessus, on prétend que le nombre de personnes qui décident de faire du jardinage seulement en raison de la COVID a augmenté de façon substantielle. On va pouvoir vous dire un chiffre précis la semaine prochaine, mais c'est incroyable, il y a un engouement. Pourquoi? Parce que les consommateurs veulent s'approprier de la chaîne eux-mêmes, veulent être en contrôle avec la cuisine, avec le jardinage et, évidemment, on s'attend à ce que l'industrie soit un complice aussi dans cette volonté-là d'appropriation le plus possible. L'appropriation alimentaire, à mon avis, on parle beaucoup d'autonomie alimentaire. Pour moi, c'est un peu la même chose. Une plus grande autonomie alimentaire nous offre une opportunité de s'approprier de la chaîne de plus en plus. C'est un besoin et ça va venir. Et la génération COVID que j'ai parlé plus tôt, j'ai l'impression que ça va être une valeur qui va être ancrée très profondément durant les années à venir. Donc, en gros, sans aller dans les détails, là, en gros, à un très haut niveau, c'est ce que je vois par rapport à l'héritage de la COVID. Il y a de très belles opportunités, mais c'est sûr que ce qu'on vivait avant la COVID, si on a à y revenir, là, ça ne sera pas demain. Là. Ça va prendre quand même beaucoup de temps. Mais je pense qu'il y a lieu à établir un partenariat avec les consommateurs et non pas juste d'avoir à offrir un service ou un bien aux consommateurs. C'est un partenariat à long terme. Merci. Xavier? Oui, je vais reprendre la parole, mais merci encore, Sylvain. C'est intéressant. J'ai marqué un certain nombre d'éléments clés à mettre en avant. Encore une fois, près de la moitié de la population canadienne qui a peur de la pénurie, ça c'est en effet très, très étonnant dans un pays qui est lui-même est producteur de denrées alimentaires. Donc, c'est très intéressant. J'ai été surpris du chiffre, mais ce qu'on réalise en tant qu'équipe ici, c'est qu'on sous-estime l'anxiété. Il y a beaucoup de gens qui sont nerveux. Là. Ouais. Ouais. Et puis là, bien évidemment, on s'attend à ce fameux vaccin-là, qui, à mon avis, est un piège parce que le vaccin ne rassurera pas grand monde. Je pense que de plus en plus, la santé publique nous demande d'accepter l'idée de vivre avec ce virus-là et peut-être d'autres éventuellement. Là. Donc, on est rendu là, par rapport à notre cheminement mental par rapport à cette pandémie-là. On espère quand même que ça va s'arranger, puisque tu disais que tu étais positif. Ne rajoutons pas à l'anxiété. J'ai plein de questions pour toi qui ont été posées par les participants. Donc, je vais commencer par Caroline, la première, qui dit « Bonjour, on constate une diminution des circulaires auto-imprimés, moins de pages et électroniques. Vos hypothèses sur les causes ?» Sylvain. En fait, mon Dieu, c'est une bonne question. Évidemment, il y a plusieurs hypothèses qu'on peut émettre, là. Mais en gros, à mon avis, c'est une question d'éducation. Hein. On a quand même, on n'en sait pas énormément. Hein. Tout le monde se questionne sur ce qui va se passer. Puis moi, je ne m'attendais pas à ce que 6 mois après, on soit encore rendu là, mais malheureusement, on est encore là. C'est difficile à prévoir. Mais par contre, ce que je me rends compte, puis je parle à plusieurs entreprises depuis 6 mois, virtuellement, bien sûr. Je n'ai pas visité d'entreprise depuis 6 mois, mais il y a beaucoup, beaucoup de réflexion par rapport à l'après. Puis, pour venir à l'aspect commerce cybernétique, là, moi, à mon avis, c'est un aspect très, très important parce que, évidemment, ce qui s'est passé,
avec l'arrivée de la COVID, c'est que le plastique est revenu. On a commencé à laisser tomber certaines mesures qu'on a adoptées avant, mais ça va revenir tout ça, là. Puis là, on voit, on tente, puis les gens vont commencer à revoir leur façon, leur comportement responsable. Puis il faut être là. L'industrie est là. Moi, ce que je m'aperçois, c'est que l'industrie n'a pas arrêté de travailler. On a continué justement à développer des solutions durables pour un consommateur qui va justement penser à l'après-pandémie. Il faut penser à l'après-pandémie, là, ça c'est clair. Mais il y a certains éléments qui vont rester. Qu'est-ce que tu penses que la baisse des diminutions circulaires imprimées et le fait qu'on se concentre surtout sur la partie électronique, c'est ça? Bien, au niveau des circulaires et des rabais, c'est sûr que ils se font plutôt rares. Là, on s'entend, je pense que tout le monde s'est rendu compte de ça, justement parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Puis je parlais de sciences analytiques plus tôt, c'est qu'il y a un manque là, à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on n'est pas en mesure justement d'offrir beaucoup plus de rabais à la clientèle. Puis en ligne, c'est encore pire. Hein? Bonne chance pour trouver des rabais en ligne. Mais moi, j'ai l'impression qu'à long terme, avec les attentes qui vont changer, justement, on va peut-être réorienter la façon qu'on offre des rabais. Ce que je remarque actuellement, c'est qu'on va offrir des rabais dans des circulaires, puis il va y avoir une quantité limitée de ce produit-là. Puis on utilise justement ces produits-là comme appât pour amener les gens dans le magasin. Mais ça ne durera pas très longtemps, là. Les consommateurs vont s'attendre à autre chose. Mais une chose qui est claire, puis dans mes interventions médiatiques, là, Xavier, je veux dire, on essaie d'éduquer les gens par rapport au prix des aliments. Il y a un coût à payer le bas prix là, constamment. Puis c'est la culture nord-américaine qui est ainsi. Puis j'ai l'impression qu'on va vivre un grand bouleversement. C'est que l'alimentation vient qu'à coûter cher. Produire des aliments vient qu'à coûter cher. On veut produire nos aliments, on veut la transformer, c'est super. Mais en bout de ligne, il va falloir que quelqu'un paye. Puis c'est cette éducation-là qui est en train de se passer parce que l'inflation alimentaire est inévitable pour les prochains 2 ans. C'est pour ça qu'il y a une opportunité en or pour l'industrie, le service alimentaire, de se repositionner pour justement prendre avantage d'un marché qui est prêt justement à investir. Mais il faut mériter vraiment ces dollars-là. Intéressant. J'ai une autre question. Quels sont vos constats par rapport aux actions des consommateurs vis-à-vis de la réduction de l'empreinte carbone et de ses habitudes et comportements alimentaires? Bonne question. La question. C'est encore là. C'est encore là. C'est juste que, comme par exemple, on a publié, en passant, vous pouvez aller sur notre site Internet, Agri-Food Analytics Lab Dalhousie University. Vous allez retrouver tous les rapports. Les rapports sont bilingues, français-anglais. Dans notre rapport de plastique qui est sorti au mois d'août, Xavier, là, on le voyait. Là. Les gens reconnaissent qu'il y a un problème au niveau du plastique, au niveau des conteneurs. Par contre, beaucoup de gens, 52% des Canadiens veulent qu'on attende à l'après-pandémie pour continuer notre mouvement vers l'élimination du plastique et des conteneurs. On voit vraiment on voit que le plastique nous rassure, mais c'est un guet-apens. Là. On reconnaît qu'il y a un problème, on n'est pas prêt à se rendre vulnérable par rapport à la COVID. Comme je vous l'ai dit, 14% des gens ont déjà jeté des produits alimentaires croyant que le produit avait été contaminé par la COVID. 14%. Quand la science n'est pas là. Fait qu'on voit vraiment que c'est assez... les gens sont quand même assez nerveux. Oui. J'ai deux autres questions. Exemple de courtage alimentaire entre 2 maillons de la chaîne. Et peux-tu donner un exemple concret de courtage alimentaire? Oui, ben, j'en ai donné un déjà. Je peux le répéter. L'annonce de Loblaws. J'utilise juste cet exemple-là. Moi, j'ai trouvé l'annonce de PC Chef assez intéressante. Je ne pense pas que ça a sorti à Montréal,
Mais à Toronto, là, maintenant, il faut aller visiter le site de PC Chef et commander un hamburger de Burger Priest. Burger Priest, c'est un restaurant bien connu à Toronto, moyen de gamme, là. Et vous pouvez commander de PC Chef, vous recevez un kit prêt à cuisiner à la maison de Burger Chef, de Burger Priest. Puis vous faites votre propre burger à la maison de Burger Priest, mais c'est vous qui l'apprêtez vous-même avec les ingrédients du restaurant. Donc, vous épargnez, évidemment, et vous le faites chez vous à la maison. J'ai trouvé ça un concept. Ça, c'est un concept de courtage. Puis j'ai l'impression qu'il va en avoir de plus en plus de ça. Parce que dans le fond, Loblaws ne fait rien. Loblaws fait juste faire la connexion, utilise sa présence de marché pour créer cette connexion-là entre la restauration. Et puis, on a vu avec la Loblaws, Loblaws s'est associé avec, je pense, une dizaine de restaurants moyenne gamme. Ce n'est pas du fast-food. C'est de très bons restaurants reconnus à Montréal. Donc, le partenariat, je l'ai trouvé quand même assez intéressant. Puis, j'ai l'impression que c'est un exemple de partenariat qu'on pourrait continuer à avoir. Oui, ça me fait penser à une question là tout de suite qui me vient à l'esprit. Est-ce que cette pandémie et justement ce système de développement de nouveaux canaux de distribution, etc., ne met pas en avant justement l'évolution du grocerant d'une certaine manière? Ça le développe encore plus. Ah ouais. Qu'en penses-tu? Ben, le grocerant, c'est le parrain de ce qu'on voit, là. Dans le fond, le grocerant, c'est ce qu'on voit, c'est on en parlait même, je pense, il y a quelques années, moi puis toi, le phénomène du grocerant, de plus en plus, c'était l'amalgame entre le détail et le service. Mais là, on le voit de façon virtuelle. Donc, c'est le e-grocerant, finalement, qu'on voit émerger en raison de la COVID. Parce que moi, j'ai l'impression que ça ne serait pas arrivé en raison de la COVID. Sans la COVID, je ne suis pas certain. Peut-être que ça serait arrivé plus tard, mais ça arrive quand même assez vite. Puis moi, je trouve que l'industrie s'adapte de façon incroyable. Ça se passe vite, puis on se parle, puis on travaille, puis on discute, puis on arrive avec de nouveaux programmes. Je trouve que l'industrie là, a augmenté sa cadence d'innovation depuis 6 mois. Là. Je suis vraiment impressionné, franchement. Oui. Une autre question, quelle est la place des appellations d'origine dans ce contexte? Est-ce que vous pensez que ce sont des démarches qui vont se développer au Québec? Ben oui, c'est déjà là. C'est déjà là au Québec. Mais il faut être, moi, à mon avis, le concept d'appellation contrôlée, c'est un concept qui a du mérite, mais il faut faire attention. Il y a certains produits qui méritent une appellation, tandis que d'autres, je trouve qu'il y a un peu d'abus, ce qui mine la valeur du concept. Puis je vais y aller de l'avant avec ma critique sur le maïs de Neuville. C'est un maïs. Je sais pas. C'est qu'il faut utiliser le concept d'appellation contrôlée pour vendre l'agroalimentaire du Québec aux Québécois et ailleurs. Le maïs de Neuville, là, je ne suis pas certain que les gens à Cornwall ou à Toronto vont être intéressés ou vont même reconnaître, vont même savoir c'est où Neuville ou vont même vouloir payer davantage pour un maïs comme ça. Je le prends comme exemple là, parce que j'ai trouvé qu'on a manqué un peu le bateau là-dessus. Mais il y a d'autres produits qu'on a utilisé l'appellation contrôlée puis c'était vraiment bien. Mais il y a du potentiel. Pourquoi? Parce qu'on ajoute de la valeur. On ajoute de la valeur à des produits. Et c'est ce qu'on a besoin de faire. En effet, je pense en particulier au fromage de Charlevoix, qui est une appellation en tant que telle. Le fromage au Québec est meilleur que celui en Nouvelle-Écosse, puis j'en ai vraiment besoin. Ça, c'est dommage que je ne suis pas au ciel aujourd'hui. Bonjour, une autre question. Bonjour, on a vu le développement de nombreuses nouvelles mesures sanitaires en magasin, gel, hydro, plexi, circulation en magasin, lesquelles devraient perdurer? Quels équipements pourraient devenir permanents à l'avenir? C'est sûr que moi, j'ai l'impression qu'éventuellement, tout ça va disparaître. Évidemment, parce qu'on s'aperçoit, évidemment, il y a un rapport ce matin qui démontre que
le soin personnel, le masque et tout ça permet justement aux gens d'être en sécurité. Fait qu'on le voit de plus en plus, c'est qu'au lieu de responsabiliser le commerçant par rapport à la sécurité des gens, par rapport à la santé publique, de plus en plus, on demande aux gens d'être responsables eux-mêmes. Fait il va y avoir on le voit présentement. Évidemment, Montréal, Québec, c'est un cas particulier avec le code rouge, là. Mais ce qu'on vit, nous, ici à Halifax, c'est que de plus en plus, on en voit de moins en moins de plexiglas, là, de gants. Le nettoyage, j'ai l'impression que ça va toujours être là, parce que, évidemment, on ne peut jamais être trop propre là, dans le commerce de détail. Mais de façon générale, tous les artefacts de la COVID, là, le plexiglas, ça va disparaître éventuellement. Ça rend pas, ça n'offre pas un contexte agréable. L'autre jour, comme je le disais, l'autre jour, je suis allé dans un restaurant avec un ami, puis on sentait comme si on visitait une scène de crime. Tu sais, c'était quand même, c'était pas le fun, c'était pas plaisant. Fait que moi, j'ai l'impression que on va passer à d'autres choses éventuellement. On espère tous. Ouais. Une bonne question, parce que ça m'intéresse, cette question-là, puisqu'on l'est devenu. Réduction de consommation de viande, vos constats sur le flexitarisme? Oui, le flexitarisme, c'est un concept que je trouve un peu dangereux parce que, dans le fond, tout le monde est flexitarien. Là. Dans le fond, là, c'est une question, c'est une volonté de réduire notre consommation de protéines animales, c'est tout. Nous, ce qu'on s'aperçoit, puis je me posais la question, on se posait la question comme équipe cet été, est-ce que la COVID a fait en sorte que le véganisme, le pescitarisme, le végétarisme va disparaître? Puis on a vu, on a fait 3 sondages en février, juste avant la COVID, en juillet, puis on en fait un autre présentement, puis on voit qu'il y a une légère hausse pour les diètes exemptes de protéines animalières. Fait que moi, je ne pense pas que ça va disparaître. Cette fragmentation-là, cette diversité alimentaire-là, va offrir au secteur de belles opportunités. De belles opportunités. Il y a du bon bœuf québécois, il y a des bons produits québécois et canadiens qu'on offre aux consommateurs, mais il y a d'autres choses qui se développent aussi en même temps avec les lentilles, avec différents produits. C'est incroyable. Être consommateur aujourd'hui, c'est beaucoup plus intéressant qu'il y a 15-20 ans en raison de ce qui se passe actuellement avec le mouvement flexitarien. Si tu me demandes, Xavier, est-ce qu'on devrait faire du branding avec le flexitarisme? Je ne suis pas sûr. Parce que moi, j'ai l'impression qu'on va passer à d'autres choses. On va utiliser peut-être le terme flexitarien pendant quelques années. Puis là, ensuite, on va passer à d'autres choses parce qu'un flexitarien, pour moi, c'est tout le monde. On va passer, on va dire, les 2 dernières questions. Est-ce qu'on remarque un lien entre la hausse de l'anxiété et le snacking, comfort food? Au début, oui. Au début, si vous regardez les résultats financiers de Procter & Gamble, Mondelez, Kraft Heinz, ils vont tous vous le dire, le Pepsi, le snacking a augmenté, mais tranquillement, pas vite, là, on tente, surtout depuis septembre, là, on a une nouvelle vie plus domestiquée quand même. Mais les gens commencent à faire plus attention. Mais le snacking, c'est sûr que... Parce que les gens, ce qu'ils vont apprendre en travaillant à la maison puis en travaillant à un autre endroit, c'est de régimenter la journée, de bien cadrer sa journée. Parce que là, au début, moi, je m'en souviens, je ne sais pas toi, Xavier, mais à la fin de la journée, j'étais épuisé. Parce qu'on était constamment devant l'écran. On prenait pratiquement pas de pause. Une réunion attendait pas l'autre. Mais de plus en plus, en s'adaptant, on va vouloir justement prendre des pauses pour nous-mêmes, relaxer un petit peu dans la cuisine, prendre une marche, peu importe. Et puis, le snacking, il va y avoir besoin du snacking à quelque part. C'est juste que le snacking va être beaucoup plus domestiqué.
Donc, le volet portable, par exemple, le volet amené au bureau va être peut-être un petit peu moins important. Donc, il faut penser à un consommateur qui n'est pas aussi nomade qu'auparavant. Il va en avoir qui vont être nomades, mais pas autant. Et dernière question, avec justement toute la mise en avant des produits locaux, de la consommation des produits locaux. Est-ce la fin des produits ethniques consommés au Canada? Non, non, c'est le contraire. D'abord, l'immigration joue un très grand rôle. Le marché halal est un marché qui vaut plus d'1 milliard de dollars et ce marché-là est en hausse. Non, ça ne disparaîtra pas du tout, à mon avis. Au contraire, en fait, moi, j'ai l'impression qu'on va voir de plus en plus une demande pour les produits ethniques. Puis, il ne faut pas oublier une chose, là. L'innovation, provient du mouvement ethnique, des gens qui émigrent au Canada, qui amènent de nouvelles cuisines, qui nous font découvrir en fait de nouveaux plats, de nouveaux produits. C'est comme ça qu'on innove là, dans le secteur. Là. On le voit au ciel à chaque année. À chaque année. Quand on voyage dans le monde, tout d'un coup, on s'aperçoit, ah mon Dieu, j'ai vu ça dans tel pays il y a quelques années, puis c'est rendu chez nous, tant mieux. T'sais, le pain nan, là, c'est un exemple parfait d'un produit qui n'existait pas il y a plusieurs années, mais là, aujourd'hui, c'est quasiment c'est commercialisé au maximum par les grandes bannières, là, et ça rapporte énormément d'argent. Ce qui me rend triste un peu avec la COVID, c'est que l'innovation venait surtout du service alimentaire depuis une dizaine d'années, surtout, là. Et puis là, c'est un secteur qui souffre énormément à raison des fermetures et du confinement. J'espère qu'ils vont revenir parce qu'on a vraiment besoin de cette industrie-là pour nous amener de nouvelles idées et de l'innovation alimentaire à long terme. Écoute, Sylvain, merci. Il y avait une petite remarque sur les Q&A, on dit des produits ethniques made in Canada. Ça existe déjà. Ben oui, absolument. Et ça existe, et oui, c'est un bon point. J'ai juste, avec l'histoire de l'innovation, ça tombe bien parce que je pense que tout notre auditoire aujourd'hui a apprécié, je dirais, ton implication dans cette conférence, mais on en a une qui a lieu à peu près dans une demi-heure, qui va être justement la cérémonie des gagnants du Cial Innovation. Donc ça va tomber assez bien avec toute la discussion qu'on a pu avoir, et tu verras que on n'est pas totalement dans le champ, dans tout ce que tu as dit, avec ce qu'on a parlé aujourd'hui. Je voudrais rappeler juste à notre audience que cette conférence virtuelle sera rediffusée sur notre chaîne YouTube Cial TV et sur le site de notre salon virtuel section conférence en rediffusion. Donc, il nous faut laisser à peu près 1h30 pour bien la mettre en place et elle sera en ligne. Je voudrais vous remercier tous d'avoir été présents. Merci à toi, Sylvain, encore une fois, de supporter le Cial. À tout le monde de soutenir le Cial Canada par votre participation. Et je vous donne rendez-vous donc à midi pour la présentation des gagnants du Cial Innovation. Merci à tous.